Mai 1933. Dans toute l'Allemagne, les étudiants nazis, les chemises brunes et la jeunesse hitlérienne rassemblent et brûlent des livres par milliers. Des œuvres de littérature, de philosophie et de science partent en flammes. Hitler vient de déclarer la guerre à la raison. Les gens nous font passer pour des ennemis de l'intelligence, proclame Hitler. Oui, nous le sommes, mais dans un sens beaucoup plus profond que ne l'ont jamais osé imaginer ces bourgeois scientifiques, abrutis et vaniteux. La révolte de Hitler contre l'intellect s'inscrit dans une nouvelle religion, une religion consacrée au mystère du sang et de la race. Les anciennes croyances seront remises à l'honneur, déclare Hitler. Nous rétablirons toute la connaissance secrète de la nature du divin, de l'informe, du démoniaque. Nous gratterons le vernis chrétien et nous retrouverons la religion de notre race. La religion du sang dont parle Hitler ouvrira la voie à des millions de meurtres. Pourtant, la doctrine raciale nazie n'est pas la création de Hitler. Ses racines se trouvent dans les enseignements de la mystique germanique et des doctrines de l'occulte. Dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, l'attente de la mise en œuvre des promesses faites par le gouvernement est grande. Avec la naissance du Deuxième Reich allemand en 1871 et le couronnement de l'empereur Guillaume Ier, l'avenir de l'Allemagne semblait assuré. Pourtant, l'espoir romantique de voir s'établir une nation comme pôle d'ordre et de stabilité n'avait pas réussi à se matérialiser. Derrière la cérémonie médiévale à la cour de l'empereur couvait le traumatisme profond d'une révolution industrielle. Des millions de paysans abandonnent leurs terres et affluent vers les villes. Les moyens d'existence des artisans et des ouvriers sont balayés par la production de masse. Une nouvelle classe de financiers et d'industriels rivalise de puissance avec l'ancienne aristocratie. Déjà, le nouveau Reich allemand semble destiné au chaos et à la division. Mais, ironie du sort, l'unité tant sollicitée par les Allemands du Reich wilhelminien trouve sa base dans les enseignements d'un Anglais. En 1897, l'empereur Guillaume II fait venir à sa cour le célèbre écrivain anglais Houston Stewart Chamberlain. Son livre, Les fondations du XIXe siècle, va inspirer toute une génération de nationalistes, d'antisémites, de mystiques allemands et le futur Parti national-socialiste. Selon Chamberlain, la clé de l'histoire de l'humanité réside dans la montée et le déclin des races. Chamberlain perçoit la race teutonique comme l'inspiratrice de la culture et de toutes les vraies civilisations. La conscience allemande doit mener les peuples aryens à la suprématie raciale et à la domination du monde, écrit l'auteur. Plus tard, l'empereur écrira à Chamberlain « C'est Dieu qui a envoyé votre livre au peuple allemand et vous en personne à moi ». Chamberlain prône que l'affinité avec le mystique prend ses racines profondes dans le caractère aryen. Et il écrit que tout mystique, qu'il le veuille ou non, est un antisémite né. Dans la Prusse de la fin du XIXe siècle, les Juifs restent exclus du corps des officiers de l'armée, des professions juridiques et des hauts rangs de la fonction publique. À travers l'Europe, ces mesures avaient été défendues pendant des siècles, mettant en doute les qualités morales et les loyautés politiques des non-chrétiens. Les écrits de Chamberlain ajoutent une nouvelle dimension encore plus sinistre à l'antisémitisme européen. Les Juifs ne sont plus considérés comme une communauté religieuse, mais comme des étrangers et des ennemis. Dans les doctrines raciales de Chamberlain, l'objectif du peuple juif est de souiller le sang des Aryens en se mélangeant à eux. Selon l'écrivain, il en résultera une dégénérescence physique et morale et la fin du rêve aryen de dominer le monde. La solution
serait de purger l'Allemagne de ses juifs et de tous les étrangers. La clé de la domination allemande résiderait dans la création d'une religion teutonique, une religion qui serait fondée sur le mystère sacré du sang arien. Pendant que les doctrines raciales de Chamberlain se répandent en Allemagne, une religion fondée sur le sang a déjà pris corps en Autriche. Au début du XXe siècle, les Autrichiens d'origine allemande se considèrent comme un peuple assiégé. Longtemps gouverneurs et administrateurs du grand empire austro-hongrois, ils sont devenus une minorité dans un État dominé par des peuples slaves. Les fonctionnaires doivent savoir parler le tchèque et l'allemand. Les prêtres tchèques se voient attribuer un grand nombre de paroisses allemandes. La langue et la culture allemande semblent en danger de mort. Aux yeux de nombreux Austro-Allemands, l'Église catholique supporte pleinement les intérêts slaves. Il en résulte une haine profonde vis-à-vis d'une religion qui apparaît à la fois hostile et traîtresse. Le mécontentement profond du peuple allemand d'Autriche finit par engendrer un puissant mouvement pangermaniste dont le but est de réunir tous les Allemands au sein d'une seule mère patrie. Dans les rangs de ce nouveau mouvement, nombreux sont ceux qui, désillusionnés par le christianisme, pensent que les Allemands doivent retourner à la religion de leurs ancêtres, le culte des dieux nordiques et les lois primaires de la nature. La doctrine selon laquelle la pureté du sang ouvrira la voie à un âge d'or de la suprématie allemande trouve sa plus noble expression dans les enseignements d'un renégat, l'ancien moine cistercien Jörg Lanz. Lanz, grand maître de l'ordre ésotérique des Nouveaux Templiers, prêche une doctrine étrange qu'il appelle théozoologie. Dans un passé lointain, les Atlantéens, quatrième race racine de la création, s'étaient scindés en une espèce pure et une espèce animale. Des millénaires plus tard, les hommes-dieux ariens de la cinquième race racine s'étaient croisés avec l'espèce animale. Il en résulte un déclin catastrophique et la quasi-perte des pouvoirs psychiques des Ariens. Lanz croit qu'en imposant de strictes lois raciales, les anciennes tribus germaniques avaient purifié leur sang, retrouvant les traces de la nature divine des Ariens. Il enseigne que ces lois qui avaient été détruites par le christianisme doivent être rétablies. Après plusieurs générations, il renaîtrait une race humaine supérieure, l'homme-dieu, destinée à régner sans partage sur le monde. La Vienne cosmopolite, avec son brassage de peuples et de cultures, horrifie Jörg Lanz. Pour lui, le chaos du monde moderne représente une lutte finale, un combat entre les races blondes, avec leurs traces solides de sang arien, et les sous-hommes, ceux dont le sang est dominé par le sang des bêtes. Dès 1905, Lanz publie sa prescription du salut racial dans la revue populaire Ostara, sa propre publication périodique. Selon Lanz, les classes dominantes allemandes, la race la plus pure de tous les Allemands, doivent être encouragées à se reproduire. La polygamie et un programme sélectif de reproduction humaine permettraient de reconquérir la pureté du sang. Quant aux classes sociales populaires, par définition plus pauvres et inférieures, elles doivent être réduites à l'esclavage ou stérilisées. Le mariage entre les Allemands et les peuples inférieurs doivent être prohibés. Les contrevenants devaient être punis par une privation de nourriture. Le juif, l'ennemi le plus mortel des Ariens, serait utilisé comme bête de somme, déporté à Madagascar ou incinéré. La revue Ostara de Jörg Lanz est éditée dans de modestes locaux viennois et envoyée dans tout le monde germanophone. En 1909, Lanz reçoit la visite d'un misérable peintre de 20 ans. Adolf Hitler est à la recherche d'anciens numéros. Il tient beaucoup à compléter sa collection.
Lorsqu'il emménage dans un nouveau logement, un foyer pour hommes au numéro 27 de la Meldemannstraße, il emporte avec lui sa collection d'Ostara, soit plus de 50 numéros. Comme la plupart de ses compatriotes austro-allemands, Hitler considérait le judaïsme comme une religion étrangère. Des écrits de Jörg Lanz, il apprend désormais que les Allemands et les Juifs sont deux races en guerre. Plus tard, Hitler écrira « La conglomération raciale de la capitale impériale m'a répugné. La ville semblait incarner l'infamie raciale. » En mai 1913, Hitler quitte Vienne pour mener une nouvelle vie dans la mère patrie allemande. La cité bavaroise de Munich, dans laquelle Adolf Hitler, alors âgé de 24 ans, mène une vie précaire, est secouée par des agitations nationalistes et antisémites. Ici, tout comme à Vienne, prolifèrent des sociétés secrètes et des cercles occultes attisés par les incertitudes du monde moderne. Pour les membres instruits de l'aristocratie, les enseignements de Jörg Lanz et des ésotériques allemands sont infiniment rassurants. Les forces de la démocratie et du capitalisme, les agents de change Oni, sont considérés comme les sinistres inventions des races inférieures, en particulier des Juifs. On aspire fortement à la guerre, une guerre qui rétablirait l'unité, l'ordre et l'empire. Jörg Lanz avait prédit « À la suite de la jubilation des hommes Dieu libérés, nous irons conquérir toute la planète. Le feu sera nourri jusqu'à ce que des étincelles jaillissent des canons des cuirassés allemands et que l'ordre soit créé. » Le 1er août 1914, sur la place Odéon de Munich, la guerre si longtemps attendue par les nationalistes allemands est proclamée à une foule en liesse. Dans la foule en délire se trouve Adolf Hitler. Trois jours après la déclaration de guerre, Hitler demande l'autorisation d'intégrer un régiment bavarois. Il dit alors « Ainsi commença pour moi, comme pour tous les Allemands, le temps le plus inoubliable et le plus sublime de toute mon existence terrestre. » Après 8 semaines d'exercice, Hitler est envoyé au front avec le 16e régiment d'infanterie de réserve de Bavière. Il livre sa première bataille à Ypres. Pendant son premier jour de combat, ses exploits en tant que soldat de première ligne lui valent d'être nommé estafette de l'état-major du régiment. Le jour suivant, Hitler sauve l'officier commandant en second, pris dans un déluge de feu. Cet exploit lui vaut une promotion au grade de caporal et il est décoré de la Croix de fer de seconde classe. Durant les 45 mois qu'il passe au front avec son régiment, qui livrera 36 batailles majeures, Hitler se fait remarquer pour son courage et sa ferveur patriotique. Les officiers ne tarissent pas d'éloges sur lui. L'un d'entre eux le qualifiera de soldat extrêmement consciencieux, efficace et courageux. Pour les camarades de Hitler, l'estafette dévouée qu'ils appellent l'Autrichien semble distante. C'est seulement lorsqu'il commence à parler de la nouvelle ère à venir qu'Hitler révèle sa passion enflammée pour l'Allemagne. Après la guerre, il est convaincu que les Austro-Allemands seront réunis dans la mère patrie et que la Grande Allemagne purgera les éléments raciaux étrangers et la démocratie érigée par ces derniers. Avec ces arguments, Hitler exerce une grande force de persuasion sur ses camarades. Un soldat dira que personne ne pouvait se détourner de la forte personnalité d'Hitler et que ses opinions étaient acceptées par la plupart des soldats. À l'été 1918, fait rarissime pour un caporal, Hitler reçoit la Croix de fer de première classe pour les combats exceptionnels qu'il a livrés pendant ses 4 années passées au front. Le 13 octobre 1918, à Ypres, à 6 km du lieu où il avait accompli sa première mission en 1914, Hitler est blessé dans une attaque au gaz. Devenu presque aveugle, il est transféré dans un hôpital militaire en Allemagne.
Pendant que Adolf Hitler se remet lentement de ses blessures, les événements s'accélèrent dans le monde extérieur. Une offensive massive des Alliés menace de percer les lignes allemandes. De plus, la ville de Berlin est paralysée par des grévistes qui réclament la paix et la démocratie. Dans l'intérêt de la patrie, on conseille à l'empereur de solliciter la paix et de reconnaître un gouvernement démocratique. Le 9 novembre, à Berlin, dans la tourmente d'une grève générale, l'empereur abdique. Le Deuxième Reich allemand connaît une fin abrupte et dramatique. Le pays plonge dans l'anarchie. Adolf Hitler, toujours sous les drapeaux, reprend du service dans l'armée, d'abord dans son régiment à Munich, puis comme garde d'un camp de prisonniers de guerre à 100 km de la ville. Alors que ces prisonniers attendent leur rapatriement, Hitler ressasse l'humiliation de l'armistice. Pour lui, comme pour beaucoup de ses camarades, l'armée et le peuple allemand ont été poignardés dans le dos par les démocrates, les marxistes et surtout les juifs. La haine grandit en moi. J'avais la haine contre les responsables de ce diktat. Cela avait scellé mon destin et je décidais de m'engager dans la politique, écrit Hitler. Entre mars 1919, lorsqu'il retourne dans son unité à Munich, et mars 1920, où il sera finalement libéré de l'armée, Hitler et la Bavière ont changé. Pendant que la Bavière se transforme tour à tour en fief communiste, puis en foyer de contre-révolutionnaires nationalistes, Hitler devient un homme de confiance de l'armée. Il rejoint le Parti ouvrier allemand, alors encore insignifiant, et découvre son talent d'orateur. Bien qu'il soit toujours à la solde de l'armée bavaroise, Hitler devient le chef de propagande du parti. La préoccupation essentielle de Hitler est l'expulsion des Juifs de l'Allemagne. Hitler avait appris de Jörg Lanz que le but de la race juive était de saboter la mission du peuple arien dans le monde. Cette doctrine était déjà familière à de nombreux membres du Parti ouvrier allemand. Le parti avait été une émanation directe de la Société Thulé, une loge munichoise, pan-germaniste et antisémite. Le symbole de la Société Thulé est la svastika. Le parti, renommé depuis le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, développe une idéologie à part entière. Le modelage des croyances raciales de Hitler en une vision du monde cohérente et globale résultera de son étroite amitié avec trois hommes. Alfred Rosenberg, disciple de Houston Stewart Chamberlain, Dietrich Eckart, un proche associé de la Société Thulé, et Rudolf Hess, le futur numéro 2 du Troisième Reich. Tous sont des mystiques convaincus. Alfred Rosenberg, un Allemand de la Baltique, avait découvert le livre de Chamberlain, Les fondations du XIXe siècle, à l'âge de 17 ans déjà. Son expérience personnelle de la Révolution russe et la guerre civile qui s'ensuivit semblent confirmer à ses yeux les doctrines raciales de Chamberlain. L'aristocratie régnante en Russie, que Rosenberg croit être d'origine aryenne, avait été chassée par les peuples slaves inférieurs, soulevés et menés par les Juifs. Pour Rosenberg, le bolchevisme en Russie et la nouvelle démocratie en Allemagne font tous deux partie du complot juif mondial. Son inspiration émane d'une œuvre mystérieuse, les protocoles des sages de Sion. Apportés en Allemagne par l'intermédiaire d'immigrants russes fuyant la Révolution, les protocoles prétendaient être un projet juif secret visant à dominer le monde. En réalité, c'est un leurre qui a été rédigé au XIXe siècle par la police secrète du tsar russe. À Munich, Alfred Rosenberg rencontre le célèbre journaliste, éditeur et poète antisémite Dietrich Eckart. C'est Eckart qui introduit Rosenberg dans le cercle d'Adolf Hitler. Entre 1920 et 1923, Eckart et Rosenberg
travaillent inlassablement au service de Hitler et du parti. Grâce à Rosenberg, Hitler prend connaissance des protocoles et des travaux de Houston Stewart Chamberlain. Rosenberg prononce des discours à la société Thulé et publie le Völkischer Beobachter, le journal du parti qui, avant, appartenait à la société Thulé. Dans les pages du Beobachter, Rosenberg publiera une série des textes des protocoles des sages de Sion. Afin de lever des fonds pour le journal du parti, Dietrich Eckart introduit Hitler dans les milieux influents qui soutiendront progressivement le parti nazi naissant. Pendant ce temps, dans la maison d'un riche industriel berlinois, Hitler développe son talent oratoire. Dietrich Eckart introduit Hitler chez des amis influents en le présentant comme le jeune messie de l'Allemagne. Ainsi, Hitler devient le premier disciple de Eckart. Rudolf Hess est, tout comme Hitler, un héros de guerre désillusionné et aigri. En mai 1920, Eckart emmène Hess assister à son premier meeting du parti nazi et le fait rencontrer Hitler pour la première fois. Hess croyait voir en Hitler le sauveur de l'Allemagne longtemps prophétisé par les cercles ésotériques allemands, l'homme fort d'en haut, l'homme qui mènerait les peuples allemands à l'aube d'un Reich arien millénaire. En 1923, une grande partie de l'idéologie raciale d'Hitler a pris corps. Les préjugés de sa jeunesse avaient forgé une doctrine imprégnée du mysticisme arien. Sa foi dans sa mission salvatrice s'approfondit de plus en plus. Ainsi, après avoir assisté à un rassemblement nationaliste près de Bayreuth, Hitler fait un pèlerinage personnel. À Bayreuth se trouve la maison dans laquelle Richard Wagner, l'idole d'Adolf Hitler depuis l'adolescence, a passé en partie les dernières années de sa vie. La maison appartenant toujours à la famille Wagner est devenue un sanctuaire virtuel. Étant jeune homme, Hitler vénérait Wagner comme le prophète suprême du peuple allemand. Dans ses opéras et ses écrits antisémites, Hitler voit désormais la confirmation suprême de ses convictions les plus intimes. Tout comme les mystiques allemands, Wagner croyait les Juifs incapables d'une quelconque spiritualité, car une partie de l'humanité descend d'êtres supérieurs, tandis que les Juifs sont les descendants de grands singes. Dans le drame Parsifal de Wagner, qui se fonde sur des légendes médiévales des chevaliers du Saint Graal, Parsifal est un Christ arien. Wagner avait lui-même décrit le Saint Graal comme un symbole de la pureté du sang, une mise en garde contre la pollution raciale pour le peuple allemand. Après avoir fait le tour du domicile de Wagner, Hitler demande la permission de se rendre seul sur la tombe du compositeur. Il reviendra empreint d'une grande émotion et déclare « J'ai fait de Parsifal une religion ». La fille de Wagner, Eva, s'est mariée avec le mystique anglais Houston Stewart Chamberlain. Chamberlain dit à Hitler « D'un coup, vous avez changé l'état de mon âme. Le fait que l'Allemagne ait donné naissance à un Hitler au moment où elle en avait le plus besoin est une preuve de sa vitalité. » Un mois après sa visite à Bayreuth, Hitler tente pour la première fois de prendre le pouvoir. Le putsch du 9 novembre 1923, au cours duquel les chemises brunes de Hitler, accompagnés d'autres groupes paramilitaires nationalistes, essaient de prendre le contrôle du gouvernement bavarois, est un cuisant échec. Mais l'arrestation, le jugement et l'emprisonnement de Hitler font de l'obscur agitateur autrichien un martyr politique. C'est dans la prison forteresse de Landsberg que les croyances de Hitler, fondées sur une foi mystique dans le destin de la race allemande, prendront un nouveau caractère soi-disant scientifique. Le compagnon de cellule de Hitler, Rudolf Hess,
avait été pendant un temps étudiant en sciences économiques à l'université de Munich. Là, il avait été fortement influencé par les enseignements de l'ancien général et géopoliticien Karl Haushofer. La géopolitique est une science nouvelle se définissant par l'étude approfondie des populations et des ressources naturelles qui tente d'expliquer l'histoire politique des nations. Haushofer enseignait que les besoins vitaux de l'Allemagne ne seraient pas satisfaits par la prise de colonies d'outre-mer, mais par une expansion sur le continent européen. Pour Haushofer, le destin national de l'Allemagne reposait sur une expansion à l'Est. La doctrine du Lebensraum, le droit à un espace vital pour le peuple allemand, devient la pierre angulaire de l'idéologie du Parti national-socialiste, qui est seulement surpassée en importance par les principes raciaux. Pendant que Hitler languit en prison, il découvre également l'eugénisme, un mouvement scientifique international. Le principe de l'eugénisme est que la dégénérescence et le déclin de la race humaine sont imminents. Ainsi, selon cette doctrine, non seulement les maladies comme la tuberculose ou l'épilepsie seraient héréditaires, mais aussi les faiblesses et puissances morales et mentales de l'homme. Beaucoup sont convaincus que le croisement des différents peuples produit une progéniture dégénérée. Comme les couches populaires ont davantage d'enfants que les classes sociales supérieures, nombre d'éminents scientifiques et médecins redoutent dans le futur un déclin désastreux de la race. Pour éviter cette calamité, ils affirment que les individus valables doivent être encouragés à se reproduire et les races inférieures stérilisées pour le bien de tous. Originaire d'Angleterre, l'eugénisme s'est répandu en Allemagne jusqu'à devenir la base de l'hygiène raciale du Troisième Reich. En 1923, Fritz Lenz devient le premier professeur à enseigner l'hygiène raciale à l'université de Munich. Il est le co-auteur d'un manuel influent, Éléments de génétique humaine et d'hygiène raciale, que Hitler étudie minutieusement en prison à Landsberg. Dedans, il trouve les éléments scientifiques de la quête mystique des ésotériques pour une hiérarchie des races. Fritz Lenz affirme qu'il existe une hiérarchie claire entre les races et entre les individus. Ainsi, certains seraient destinés à être des esclaves, d'autres seraient nés pour dominer le monde. Après avoir purgé 9 mois de sa peine d'emprisonnement de 5 ans, Hitler est libéré de Landsberg en décembre 1924. Selon ses propres mots, son emprisonnement a été une université aux dépens de l'État. Il a posé les jalons de son idéologie en rédigeant Mein Kampf, son testament politique. Dans ce livre, Hitler décrit l'idéologie de l'État que le parti devra construire. L'État n'a qu'un but qui est la préservation des races humaines. Cette connaissance lui confère l'obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne ce monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort et d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Hitler croit que la science, l'art et même la raison humaine doivent servir la volonté de la nature. Et la nature, insiste-t-il, est fondamentalement aristocratique. Ayant retenu la leçon du putsch manqué de 1923, Hitler engage le parti nazi à prendre le pouvoir par des moyens démocratiques. Pendant ce temps, il met en place un État fantôme, reposant sur de stricts principes hiérarchiques, ceux-là même qui ont été longtemps prônés par les cercles ésotériques et désormais soutenus par la doctrine de l'hygiène raciale. Dans chaque sphère de la vie, il doit y avoir un chef qui détient les pouvoirs absolus pour gouverner ses subordonnés. Chacun doit une obéissance aveugle à son propre chef. Au sommet de la hiérarchie nazie se trouve Adolf Hitler, le grand Führer, le guide suprême, l'autorité qui détient tous les pouvoirs. Dans l'idéologie mystique du national-socialisme, le Führer a été choisi par les lois de la nature elle-même.
il est la plus haute expression de l'âme de la race. Pour Hitler, l'unique mission d'un chef suprême, c'est de libérer les émotions des masses allemandes, de ramener à la surface leur foi inébranlable dans la race et le sang. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler siegt! 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 Pour beaucoup de médecins et scientifiques du mouvement pour l'hygiène raciale, le triomphe de Adolf Hitler est le triomphe de la science. Le journal de l'eugénisme, publié par l'hygiéniste racial Fritz Lenz, célèbre ce qu'il appelle le nouvel âge de la révolution raciale et biologique. Lenz écrit « La volonté du Führer, c'est que les exigences de l'hygiène raciale soient immédiatement mises en application. » C'est le début d'une voie qui mènera à une stérilisation de masse, à des meurtres et au génocide. Le 14 juillet 1933, le gouvernement nazi adopte la loi pour la prévention des enfants génétiquement malsains. La loi autorise la stérilisation d'individus déclarés incurables et susceptibles de transmettre leur tare à leur descendance. En application de la loi, des comités d'experts en génétique ordonneront la stérilisation de plus de 400 000 personnes. Les causes les plus communes seront la faiblesse d'esprit, la schizophrénie, l'épilepsie et l'alcoolisme. Avec la coopération du corps médical, le peuple allemand devra être purgé de toute tare héréditaire. Le programme d'eugénisme nazi doit désormais s'atteler à la question de la pureté raciale,
Mais le socle idéologique est déjà posé. En mars 1933, les SA et les SS boycottent les magasins juifs. En avril, des lois interdisent aux juifs de devenir fonctionnaires et d'exercer des professions juridiques. Par la suite, une nouvelle loi interdit aux juifs d'enseigner dans les universités. Le but est d'exclure les juifs de la vie sociale et culturelle de l'Allemagne. En septembre 1935, le programme d'eugénisme est étendu pour isoler biologiquement les juifs. Hitler a tiré de la mystique germanique une théorie distinctive et terrifiante. Selon lui, le juif est un sous-homme, la créature d'un autre Dieu. Il vient d'une autre branche de la race humaine. La loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand interdit les mariages entre les Aryens et les Juifs. C'est une mesure qui avait déjà été exigée par les cercles ésotériques germaniques au tournant du siècle. La catégorisation entre un juif et un non-juif revenait aux scientifiques du mouvement pour l'hygiène raciale. À la fin de 1935, les éléments clés du programme d'eugénisme sont en place. La campagne de stérilisation est en cours. Les lois raciales protégeant le sang allemand de la pollution raciale sont vigoureusement renforcées. Même les mariages entre Aryens sont sujets à des contrôles stricts. Les deux partenaires sont soumis à des analyses décelant les maladies héréditaires. Les plans pour la prochaine étape de la campagne de Hitler, visant à améliorer la race allemande, sont déjà en cours de préparation. Lors d'un rassemblement du parti nazi, Hitler déclare « Si l'Allemagne procréait 1 million d'enfants par an et que nous éliminions 700 à 800 000 personnes faibles, cela se traduirait finalement par un renforcement de notre puissance. » En 1935, à Nuremberg, Hitler dit au Reichsführer Gerhard Wagner, responsable des questions de santé, que dans le cas d'une guerre, il réexaminerait la question de l'euthanasie et la mettrait en application. Hitler pense pouvoir contenir plus facilement l'opposition de l'Église chrétienne en temps de guerre. Mais au début de 1939, l'État national-socialiste est tellement fort qu'aucun délai n'est nécessaire. En mai, Hitler demande à Karl Brandt, commissaire du Reich à la santé publique, de nommer un comité consultatif pour élaborer un programme visant à tuer les enfants handicapés. Pour garantir le secret total de l'opération, Hitler charge sa chancellerie d'administrer le programme. Le régime a déjà tenté de faire accepter au peuple allemand les mesures d'eugénisme. Dans des exercices de mathématiques, il est demandé aux enfants de calculer le coût des handicapés et des malades mentaux. L'un d'eux questionne « La construction d'un asile de fous coûte 6 millions de marks. Combien de logements peuvent être construits avec ces sommes investies dans les asiles ?» Le 18 août, la chancellerie allemande diffuse une circulaire. Les enfants âgés jusqu'à 3 ans attardés ou souffrant de difformités doivent être répertoriés par des sages-femmes ou des médecins. Puis, un questionnaire complet décrivant leur handicap devra être rempli. 3 médecins évaluent les formulaires retournés, marquant d'un plus les enfants devant mourir et d'un moins ceux qui peuvent rester en vie. Aucun enfant n'est examiné par les médecins. Dans plus de 30 cliniques spécialisées, les enfants sélectionnés sont tués par injection mortelle, absorption de sédatifs ou privation de nourriture. On explique que leur mort est due à des causes naturelles. En l'espace de 2 ans, le programme d'euthanasie touche des enfants âgés jusqu'à 12 ans. Adolf Hitler dit « L'homme devient Dieu ». Ceux qui ne voient dans le national-socialisme rien de plus qu'un mouvement politique ne savent presque rien à son sujet. C'est bien plus qu'une religion, c'est la volonté de créer un homme nouveau.
Pendant que les autorités médicales allemandes se consacrent pleinement à purger le pays de ces éléments impurs, la reproduction des forces de la nation est en cours. Chaque membre de la SS est soigneusement sélectionné pour sa perfection physique et la pureté de son sang. Tenus par des serments d'allégeance et des rites mystiques, les SS ne peuvent se marier qu'avec des femmes dont les ancêtres sont de souche germanique. Ainsi, ils sont destinés à devenir, sur plusieurs générations, un réservoir du sang arien le plus pur. Le clan SS doit devenir une aristocratie raciale, un clan dont la mission sera de régner sur les provinces orientales. En septembre 1939, Hitler lance ses armées contre la Pologne. Il a déjà défini ses objectifs 7 ans plus tôt. L'Est sera notre grand champ d'expérimentation. Là-bas émergera un nouvel ordre social européen, avait-il dit. Les paysans polonais devront être dépossédés. À leur place seront installés des Allemands de pure souche sélectionnés. Ceux-là seront alors administrés par la SS. Les Polonais des régions annexées par l'Allemagne sont concentrés dans une réserve appelée « gouvernement général ». Les enfants polonais supposés avoir du sang arien sont enlevés et envoyés en Allemagne afin de servir de réserve pour la préservation de la pureté de la race. Les Juifs des territoires occupés sont concentrés dans des ghettos urbains à l'intérieur du gouvernement général. Les groupes d'intervention spéciale, les Einsatzgruppen des SS, ont l'ordre d'assassiner l'intelligentsia et les personnes les plus influentes de Pologne. Ils ont aussi été instruits dans le but d'ouvrir une nouvelle phase dans le programme d'euthanasie, tuer les individus jugés inaptes au travail ou à la reproduction. En Pologne et dans les régions de l'Allemagne près de la frontière polonaise, des milliers de malades des hôpitaux psychiatriques sont enlevés et assassinés. Conduite par une équipe de conseillers médicaux, la chancellerie de Hitler a méticuleusement évalué le nombre de personnes devant être traitées dans le programme d'euthanasie. Ils ont conclu que sur 1000 Allemands, 10 étaient des malades mentaux, 5 intégreront un hôpital psychiatrique. L'un d'entre eux devra mourir. Selon les calculs du comité, 65 à 75 000 personnes devront être tuées. La méthode retenue consiste à les gazer dans des chambres prévues à cet effet, une procédure suggérée par le département médico-légal de la police civile. À la chancellerie, la section responsable pour le programme d'euthanasie est basée au numéro 4 Tiergartenstraße. Plus tard, au vu de cette adresse, elle sera connue sous l'appellation T4. À l'été 40, pendant la conquête allemande de l'Europe de l'Ouest, les rumeurs de morts mystérieuses dans les hôpitaux psychiatriques allemands grandissent dans l'opinion publique. Craignant pour leur vie, de plus en plus de personnes âgées refusent d'entrer dans des maisons de retraite. Mais le programme T4 étend son champ d'action. Les patients de certains hôpitaux et des asiles sont bientôt assimilés aux prisonniers atteints de maladies mentales. Au début de 1941, les autorités du Reich ordonnent que tous les patients juifs des hôpitaux psychiatriques allemands soient tués. Les meurtriers de la section T4 servent ainsi de précurseurs à la future campagne d'extermination raciale annoncée par Hitler, la solution finale. En 1934, Hitler avait décrit la croisade qui serait lancée contre les peuples slaves de l'Union soviétique. D'aucune manière, nous ne pourrons éviter le combat final entre les idéaux raciaux de l'Allemagne et les idéaux de masse des peuples slaves. Nous devrons mener cette bataille. Elle nous ouvrira la porte vers une maîtrise permanente du monde. Le nom choisi pour l'invasion de l'URSS est Opération Barbarossa. Dans des légendes du Moyen-Âge, ravivées par les cercles occultes allemands, l'empereur Barberousse, qui repose sous une montagne,
se réveillera un jour et lâchera la puissance allemande dans une fureur de conquête. Pour les peuples slaves de Russie, Adolf Hitler planifie un monde cauchemardesque d'esclavage de masse et des mesures eugéniques drastiques. Nous sommes obligés de dépeupler. C'est une partie essentielle de notre mission si nous voulons préserver le peuple allemand. Nous devrons développer une technique de dépeuplement. En vue de la stérilisation future de dizaines de millions de Slaves, les médecins allemands essaient de développer des rayons X et des techniques chirurgicales pour un programme eugénique de masse à l'Est. Cependant, pour les Juifs soviétiques, Hitler a prévu leur extermination pure et simple. La guerre en Russie devra servir de couverture pour un génocide d'une ampleur inimaginable. Le 10 octobre 1941, le maréchal von Reichenau prend le commandement des divisions armées. Dans la sphère orientale, le soldat n'est pas qu'un simple combattant agissant selon les règles de la guerre, mais le fervent partisan d'une implacable idéologie raciale. Pour cette raison, les soldats doivent faire preuve d'une bonne compréhension de la nécessité d'infliger une sévère mais juste rédemption aux sous-hommes juifs. À chaque groupe d'armée est affectée une unité SS d'action spéciale. Les Einsatzgruppen ne sont responsables que devant Heinrich Himmler, le Reichsführer des SS. Au début de l'opération Barbarossa, Himmler confie « Le Führer a ordonné la solution finale de la question juive et nous, les SS, devons exécuter cet ordre. » Le raisonnement de Himmler est un mélange terrifiant de mysticisme et de science, devenu entre-temps le socle de l'idéologie nazie. Les Juifs sont les ennemis éternels de la race allemande et doivent être exterminés. Si nous manquons de détruire la base biologique de la communauté juive, alors un jour, elle détruira le peuple allemand. Pour réaliser la solution finale à l'Est, les nazis procèdent à des exécutions de masse. En automne 1941, les Juifs d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie sont déportés vers les terres conquises en Union soviétique. Les meurtres à grande échelle à l'Est et son dégoût personnel pour les exécutions de masse amènent Himmler à trouver une solution alternative d'extermination. Dans les hôpitaux psychiatriques allemands et au sein de l'unité T4, on a déjà réfléchi à une autre méthode d'élimination de masse. En août 1941, le T4 a atteint le nombre de meurtres que son comité de médecins avait jugé nécessaire. Plus de 90 000 malades mentaux ont été tués dans les hôpitaux allemands, dont 71 000 dans les chambres à gaz des hôpitaux. Mais des rumeurs circulent sur le programme T4 et le 3 août, Monseigneur von Galen, évêque de Münster, dénonce en chair ces assassinats. 3 semaines plus tard, Hitler ordonne l'arrêt du programme. Mais l'unité T4 n'est pas dissoute. En réalité, elle continue dans la plus grande discrétion à tuer les détenus des camps de concentration jugés inaptes au travail, ainsi que des juifs, des tziganes et d'autres ennemis de la race aryenne. Dans le jargon SS, ils reçoivent un traitement spécial. Les prisonniers devant mourir sont sélectionnés par des commissions itinérantes du T4. Jusqu'à la construction de bâtiments spécialement conçus pour l'extermination de masse, le T4 fait en sorte que les condamnés soient envoyés dans les chambres à gaz des hôpitaux psychiatriques allemands. Bientôt, la collusion scellée entre le T4 et les SS dote Adolf Hitler d'une nouvelle arme pour sa guerre d'extermination raciale. Ensemble, le T4 et les SS construiront les camps de la mort prévus à cet effet. À l'été 1941, Heinrich Himmler ordonne l'agrandissement du camp de concentration d'Auschwitz en y faisant ajouter un centre d'extermination. La méthode de gazage est testée sur 600 prisonniers de guerre russes et 200 malades. En octobre, Alfred Rosenberg, devenu entre-temps Reichsführer des territoires occupés à l'Est,
invite le T4 à assister à la liquidation des Juifs confinés dans les ghettos polonais. Il demande une assistance dans la reconstruction de l'Est et ce qu'il appelle les bâtiments et équipements nécessaires pour le gazage. La courroie de transmission entre Rosenberg et la SS est Adolf Eichmann. C'est à Eichmann que Himmler avait confié l'anéantissement d'un peuple tout entier. Le supérieur d'Eichmann, Reinhard Heydrich, est chargé de coordonner les opérations. La décision de construire des camps d'extermination dotés de chambres à gaz dans les territoires occupés à l'Est est prise en octobre 1941. Le même mois, l'émigration des Juifs d'Allemagne vers des pays étrangers est interdite, car selon les propres mots d'Heydrich, l'Europe doit être purgée des Juifs d'Est en Ouest. Le premier camp de la mort est achevé à Chelmno en décembre 1941. Les camps de travail d'Auschwitz, Majdanek et Treblinka sont transformés en camps d'extermination. Les chambres à gaz des hôpitaux psychiatriques allemands sont démontées et remontées à Belzec, Treblinka et Sobibor. Le personnel du T4 suit les convois. Tous continuent de recevoir leur salaire de la chancellerie privée de Adolf Hitler. Depuis le tournant du siècle, les dogmes scientifiques de l'eugénisme et les fantaisies ariennes des milieux occultes germaniques ont progressivement fusionné en une seule doctrine de suprématie et d'extermination raciale. Dès lors, dans les camps de la mort, les techniques inventées par le corps médical du Reich sont mises en pratique pour détruire un ennemi des Aryens identifié par les mystiques. En 1933, Hitler avait présenté à ses partisans un dilemme crucial. Pour notre peuple, la religion est une affaire capitale. Tout dépend de savoir s'il restera fidèle à la religion judéo-chrétienne et à la morale servile de la pitié, ou s'il aura une foi nouvelle, forte, héroïque en un Dieu immanent à la nature, à la nation même, en un Dieu indiscernable de son destin et de son sang. En choisissant la doctrine du sang au nom de la pureté raciale, Adolf Hitler et ses disciples transforment l'Europe et l'URSS en un vaste champ de souffrance, d'horreur et de mort.